Le dîner de Técos, c'est, une fois par mois, un entretien détendu, au coin du feu, avec un membre de la communauté technique pour qu'il ou elle nous explique sa passion. Alors que vous soyez en voiture, au bureau ou en train de faire du sport, prenez un moment pour profiter de ce moment de partage. Mon interlocuteur du jour s'appelle Horacio. Nous avions un peu échangé sur Twitter, mais je ne le connaissais pas plus que ça. J'ai eu le plaisir de découvrir une personne réfléchie, nuancée et empathique avec qui j'ai passé un très bon moment. Nous pouvons voir un peu partout que la période se prête plus aux antagonismes et aux confrontations violentes qu'elle ne le devrait. Nous venons tous de vivre une période difficile, et la solidarité des premiers instants a cédé la place à un repli sur soi et sur quelques pseudo-valeurs morales qui ne visent qu'à flatter nos égos et attiser nos peurs. Biologiquement, un humain reste un humain, quel que soit son lieu de naissance, sa religion ou ses superstitions. Il peut faire don de son sang, d'un organe, ou plus simplement de compassion. Je vous propose donc d'écouter Horacio et son humanité. Cette conversation a été enregistrée le 17 février 2022 et diffusée le 1er mars 2022. Donc bonjour, aujourd'hui on accueille Horacio Gonzalez qui va nous parler d'un sujet qu'il a bien déjà développé sur Twitter, c'est la série Buffy contre les vampires. Donc bonjour Horacio. Bonjour, ça va? Bah ça va très bien, merci et toi? Ça va, je suis content et en même temps, j'ai un peu peur d'être ici pour cette émission. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, donc voilà, je suis vraiment très content. Bah écoute, on tente l'expérience et on verra bien ce que ça va faire. Parfait. Donc bah, je te laisse te présenter. Bon, bah, je m'appelle Horacio González. Si vous vous concentrez attentivement, vous arriverez à percevoir un léger accent quand je parle. Ça vient du fait que je suis espagnol et malgré avoir passé déjà plus de 20 ans à la pointe de la Bretagne, l'accent ne part pas. À part ça, je suis développeur et je suis responsable de l'équipe de Frel de OVH Cloud. Ça veut dire de l'équipe qui s'occupe des relations avec les développeurs, ce que dans d'autres boîtes on appelle les évangélistes ou les developer advocates. Et je suis fan de Buffy contre les vampires pour des raisons qu'on parlera tout à l'heure. Exactement. Donc effectivement, j'avais vu passer un sujet où tu avais expliqué que cette série avait pour toi une signification particulière liée à ton histoire. Oui, c'est Ouais. ça. Et en fait, c'est même pas que ça, c'est vu souvent bah, comme une série pour ados presque ça n'a aucun intérêt et à plein de points de vue, c'est une série qui a marqué bah, l'histoire de la télé en introduisant plein de choses qu'aujourd'hui on voit normales dans n'importe quelle des millions de séries sur Netflix ou sur Amazon Prime. C'était une avance sur son époque sur plein de points, mais en même temps, c'est par les sujets qu'elle traitait, ça a permis de toucher plein de monde à un moment assez important de leur vie. Et je pensais que c'était un cas un peu isolé. Quand j'ai commencé à parler de moi, il y a plein de monde qui a une histoire particulière avec cette série. Oui, j'en fais partie également. Je l'ai découvert, j'ai découvert quand elle a été diffusée le soir très tard sur M6 à l'époque. Mm. C'est la première diffusion en 1998 et ouais, j'avais accroché tout de suite, l'univers était marrant, ça me plaisait bien. Et donc toi, qu'est-ce qui t'avait accroché sur cette série? Qu'est-ce qui t'avait plu? Bah, au début, je me souviens, là, au début, j'avais commencé à la regarder parce que c'était une série sympa. J'étais arrivé quelque temps dans la première saison. Bah, ça semblait une série rigolote avec des vampires. C'était, ça n'allait pas, ça semblait ne pas aller plus profondément que ça, mais ça se regardait très bien. Et c'est à fur et à mesure que les saisons de la série se déroulaient et que l'argument aussi simple, voire simpliste de la première saison, on commençait à voir qu'il y avait plein de choses derrière qui touchaient plein de sujets, que ce soit des sujets de société, que ce soit des sujets liés à cette phase-là de laquelle on est un ado qui devient un jeune adulte et qui commence à vivre dans son compte, qu'il y avait plein de métaphores dans la série et on devient vite accro. Et ça s'est prolongé pendant toutes les saisons jusqu'à la fin. Et, et après, bah, on parlera plus tard, mais vers la fin, j'ai regardé la série dans un moment assez compliqué de ma vie et justement par le fait de traiter des sujets assez profonds derrière les vampires, les coups
les combats et tout ça, bah, ça m'a beaucoup aidé à un moment où j'en avais vraiment besoin, quoi. Ouais, ça fait un point d'ancrage qui te permet d'avoir quelque chose de fixe dans les moments difficiles et tu sais que c'est là pour toi, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Et donc toi, tu l'avais découvert, je crois, tu avais acheté le coffret, tu l'avais pas Ah non, découvert en mais si, si, diffusion si, si. hebdomadaire. Je Si? l'avais découvert et voilà, la première diffusion à la télé, j'avais suivi et j'avais beaucoup aimé. Et donc, j'avais vraiment aimé. Et donc, on fait un fast-forward de quelques années. On est en 2005. Moi, je venais de finir mon doctorat. Et comme après, les perspectives pour un jeune docteur en France, c'était, bon, bah, tu vas enchaîner des postdocs jusqu'à tes 40 ans, ou sinon, tu n'auras jamais un poste. Bah, j'avais décidé de quitter le monde académique avec plein de regrets. Et comme ma passion à côté, c'était l'informatique, bah, j'avais trouvé du travail dans une ESN, comme on dirait maintenant, une boîte de services, comme on disait à l'époque, et Mhm. à Brest, là où j'avais fait ma thèse. Et donc, bah, ça s'est passé, ça s'est passé relativement bien. J'ai sorti d'une grosse rupture. J'étais seul avec ma fille. Et j'étais papa célibataire, donc bon, c'était pas facile tous les jours. Et, et donc, on m'avait offert, j'avais acheté les coffrets, et je crois que c'était pour la rentrée, un coup de tête, je l'avais vu, j'ai dit, tiens, j'ai envie de me refaire Buffy, et je n'ai pas envie d'aller sur Emule pour la télécharger en entier avec mauvaise qualité. Oh non, quitte, maintenant j'ai un travail, je peux avec mon premier salaire ou mon deuxième salaire, je peux me l'acheter, quoi. Et D'accord. c'était cool. Et là, comme par hasard, bah, c'était vers le mois d'octobre, quelque chose comme ça. L'école venait de démarrer il y a fait un mois. Bah, il y a mon chef qui m'appelle à son bureau. Tiens, bon, bah, je vais. À l'époque, j'avais 15 ans de moins que maintenant, voire 16 ou 17 ans de moins que maintenant, et j'étais plutôt naïf encore. J'avais fait un doctorat, donc j'avais été toujours dans un environnement plutôt académique. Il y a le boss qui m'appelle, je vais, me dit, écoute, j'ai une nouvelle, bon, ça va être un peu compliqué, mais je pense que ça va te plaire. Je me méfie pas vraiment. Il me dit, on a réussi à accrocher un nouveau client, c'est un très gros client. C'est un fabricant de produits cosmétiques dont le siège est en Centre-Bretagne. Je pense que vous vous doutez de qui on peut parler. Oui. Et voilà, et il veut vraiment quelqu'un qui puisse l'aider dans des développements Java et c'est pile poil ton profil. Bon, et j'ai fait comment? J'ai fait ça d'ici. Ah bah non, ça c'est le mauvais côté. Il faudra aller sur place. Et c'est là que je me prends la première claque. Et bah non, je peux pas. Ma fille, elle a démarré l'école. Ah si, 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 il va falloir aller sur place. De toute façon, bah tu vois, t'es obligé, c'est un consultant, c'est une boîte de service, c'est écrit dans ton contrat qu'il y a une clause de mobilité. Mais de toute façon, ça va te plaire, c'est un super client, tu verras. Et en plus, ça démarre vite, ça démarre lundi prochain. On était un mardi ou un mercredi. Et comment j'ai fait? Oh, t'inquiète, je vais demander à la secrétaire de t'aider avec l'inscription de ta fille à l'école là-bas. Et bon, bah, on a contacté un gîte où tu pourrais te loger et on va bien entendu te payer les défraiements de trajet et de la location, hein? Mais, de toute façon, c'est écrit dans ton contrat, il y a une clause de mobilité. Allez, bon, bah, allez, bon après-midi et voilà, prépare-toi bien pour lundi. Et je me suis retrouvé comme ça, le lundi suivant, au plein milieu d'un très joli patelin de Bretagne qui s'appelle la Gacilly, dans lequel en hiver, il y a peut-être 2000, 3000 personnes, et surtout la grande ville à côté, c'est Redon, qui doit avoir peut-être 15 000 habitants, et c'est à 15-20 kilomètres. Et avec ma fille, que j'ai déscolarisée pour scolariser là-bas, sortie de sa classe et tout, en maternelle, avec dans un gîte rural qui n'était pas prévu pour être habité en hiver. Mais voilà, c'était une super expérience. Autant dire que l'hiver, c'était compliqué. Je connaissais Ouais. personne. Il n'y avait personne à connaître de toute façon. Les gens qui travaillaient pour Yves Rocher, la plupart, vraiment, je l'ai dit, bon, c'est Yves Rocher, bien entendu, la GACI, les gens qui travaillaient pour Yves Rocher, la plupart n'habitaient pas sur place, ils habitaient
il faisait 1 heure de route à Rennes ou avant le soir. Et ceux qui habitaient sur place, c'était parce que 80% des villages à l'époque travaillaient pour Yves Rocher, en gros, qui était aussi D'accord. maire de la commune. Donc c'était une ambiance bizarre, déjà bizarre. En hiver, il n'y avait pas Internet dans les gîtes, il n'y avait pas de smartphone à l'époque. Donc je te laisse imaginer les longues soirées, une fois que je mettais ma fille au lit à 20 heures, les longues soirées à poireauter. Il n'y avait rien Ouais. à la télé, de toute façon, la réception était pourrie. Donc, j'avais mon coffret de DVD avec moi. Et j'ai commencé à regarder la série dès le début. 3, 4 épisodes par jour, 5. À fur et à mesure que ça avançait, je me faisais des marathons plus longs. Et quelque part, bah, c'est là que j'ai découvert vraiment qu'est-ce que c'était une vraie dépression. Oui. Et c'est là que j'ai découvert l'importance d'avoir des points d'appui pour au moins te redonner un sourire. Surtout que je ne pouvais pas me permettre de sombrer en dépression parce que j'étais seul avec ma fille et je n'avais pas envie de l'infliger ça. Donc, quelque part, c'était ma petite valve d'échappement qui permettait aller. Ce soir, Ouais. on va se faire encore quelques épisodes et je vais passer un bon moment et voilà, et tant pis, on va y tenir. D'accord. Et ça durait comme ça tout l'hiver, une partie de printemps, jusqu'à que je me suis planté, j'ai dit, bon, au revoir, et j'ai découvert que je pouvais démissionner, j'ai découvert que je pouvais changer de boîte, et j'ai découvert qu'on n'était pas obligé d'accepter tout ça simplement parce que dans un contrat, il te disait une clause de mobilité. Par contre, cet hiver-là, j'ai gardé des traces et en même temps, j'ai gardé donc un rapport à la série, à Buffy contre les vampires, qui était assez profonde et assez intime. C'est comme un vieux ami qui était là au moment où tu en avais besoin, quoi. D'accord, ouais, effectivement, c'est quelque chose qui t'a permis vraiment de tenir bon et qui t'a accompagné pendant cette période. Voilà. Et ensuite, après, je me suis intéressé de plus près à la série. J'ai, entre guillemets, analysé la série, j'ai beaucoup lu, et c'est là que je me suis dit, mais c'était, c'était vraiment pas par hasard que cette série a pu m'aider. N'importe quelle autre série n'aurait pas marché pareil, parce que il touchait vraiment qui, des thèmes profonds et des thèmes qui faisaient écho à ce que je vivais déjà, que ça soit, que ça soit la dépression, comme dans les quelques dernières saisons, que ça soit le fait de se sentir seul et isolé, entouré de gens qui au fond ils te comprennent pas, ils s'en foutent de ce que tu fais, que ça soit ces passages-là dans lesquels bah, tu te retrouves à être responsable de ta vie sans vraiment comprendre comment est-ce que ça marche le monde autour de toi et tu te rends compte que c'est pas comme tu pensais. Donc, par les thèmes, c'était normal que ça me touche. Et ensuite, la structure de la série, la structure de la série, c'était tellement moderne pour l'époque, la façon comme les saisons étaient conçues, le fait qu'il y avait un arc argumental dans toute la saison, même s'il y avait des épisodes qui étaient plus ou moins indépendants, mais il y avait un arc fondamental, le fait que ça évoluait de saison en saison et que les personnages, ils s'évoluaient, ils ne restaient pas statiques. Le fait, que les héros c'était une héroïne, justement, ça c'était aussi assez nouveau et que les mecs étaient là plutôt en support. Il y a plein de choses dans la série que, bah, après, se sont banalisées et quelqu'un qui la voit maintenant, il est habitué. Il y a 300 séries sur Netflix qui suivent le même pattern. Mais vu depuis l'optique de fin des années 90, début des années 2000, c'était une de ces séries un peu comme X-Files qui ont transformé la façon de raconter des histoires. Ouais. Et je pense, là, vu ce que tu me dis, il y a peut-être enfin, moi, je pense à une saison en particulière qui a peut-être dû te marquer, c'est celle après le retour de Buffy, après son Oui, sacrifice. bien vu. Effectivement, la Parce que saison il y a 6, la voilà, sixième saison. on retrouve tout le sentiment de solitude qu'elle peut avoir, que d'être incomprise par les autres qui l'ont ramenée alors qu'elle avait pas forcément envie d'être ramenée, C'est ça. le et son isolement par rapport à son groupe.
c'est ça, c'est littéralement ça. Et c'est la saison que je crois que j'ai regardé en boucle à un moment donné. Oui. La saison en entier et l'épisode, et un épisode en concret, l'épisode musical. Ah oui, Once More with Feelings. L'épisode musical c'est vrai que si tu regardes sans connaître la série, ça semble, mais quel délire ils se sont tapés là. Et quand tu connais la série et surtout quand tu écoutes les paroles et tu comprends pourquoi chaque personnage, básicamente chaque personnage, il raconte son mal-être et comment ce mal-être-là, il le vit en solitude absolue parce qu'il ne peut pas le dire aux autres, c'est, c'est carrément, bah, ça fait écho à tout le monde qui a eu des problèmes psychiques à un moment donné ou à un autre. Ouais. Et Et quelque peut-être part, le... ça aide aussi à l'époque, c'était, pour moi aussi, il y avait les tabous autour des mal-être psychiques étaient beaucoup plus forts que maintenant. Je n'allais pas Ouais. dire à mes potes, je crois que je vais pas bien, je crois que je suis en dépression. Et quelque part, ça m'a aidé aussi à dire non, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. C'est pas ma faute, c'est les C'est peut-être le circonstances. message à la fin de l'épisode musical, quand les autres comprennent ce qui lui arrive, on se rend compte que le fait qu'elle le dise va l'aider à avancer. C'est ça. C'est énorme, c'est super structuré. Et bon, bah, depuis, j'ai ça souvent en bande de son pendant que je travaille sur mon YouTube musique. Voilà. Ouais. Puis il faut reconnaître, la musique, il y a des bons morceaux en plus. Ouais, mais la première chanson, quand Buffy se retrouve toute seule dans les cimetières et qu'on voit que, voilà, il est là en train de tuer des vampires, mais parce que c'est son taf, c'est une pure routine et que dans sa tête, il voit pas le sens, mais il sait qu'il doit continuer à le faire parce que c'est ce qu'il doit faire et la seule chose qu'il voudrait, c'est qu'on la laisse tranquille. Et cet épisode, cette chanson-là faisait tellement écho à ce que je vivais au jour le jour que je me souviens d'avoir passé plusieurs soirées à l'écouter en boucle. J'avais les DVD et c'était les chapitres, je m'étais répété les chapitres. Je regardais même pas la télé, je l'avais en son de fond pendant que je lisais un bouquin pendant toute la soirée, quoi. Ouais. Alors ouais, cet épisode, j'ai tendance à ne pas trop écouter la bande son parce qu'après elle me reste dans la tête. Ah si, ça restait dans la tête, c'est clair. Simplement, déjà d'en parler, c'est déjà dans la tête. Donc, je vais avoir dans la tête tout l'après-midi. Mais bon, bah, j'ai assumé quand je t'ai dit oui pour parler des sujets, quoi. Ouais. Moi, j'aimais bien la dernière chanson, celle du démon quand il s'en va, Oui, qui est un peu jazzy, j'aimais bien, elle était sympa. si, c'est, voilà. Et c'est ça, à la fin, c'est ça, ouais, il n'y a même pas besoin de vous amener en enfer, mais c'est vous-même qui vous allez rester dans votre enfer à vous. Alors, comment est-ce que vous allez vous débrouiller à partir de maintenant, quoi? C'est ça, c'est ça. Et c'est à la fois un constat sur l'état dans lequel ils sont et bah, aussi la possibilité d'évoluer par soi-même. C'est, allez-y maintenant, faites quelque chose. Est-ce que vous restez en enfer ou est-ce que vous en sortez? C'est ça. Mais toute cette saison-là, elle est profondément touchante. Je crois qu'il y a un saut de maturité dans la série. Il touche des thèmes plus profonds. C'est une saison plutôt dure, Oui, oui, avec oui, des personnages importants qui meurent, avec... est-ce qu'on peut parler de spoilers d'une série d'il y a plus de 20 ans? oh non, je pense pas. Non, je pense pas. Mais voilà, c'est donc c'était assez marquant. Après, quelque part, la dernière saison aussi, et j'ai toujours regretté que la série se finisse comme ça. J'ai suivi un peu les BD qui ont été faits sur une saison 8 et tout ça, mais c'était pas pareil. C'était, même si j'aimais bien le format BD, avoir ces groupes d'acteurs qui en plus, ça marchait super bien à l'écran ensemble, c'était énorme. Oui. J'ai pas pu voir les bandes dessinées, ce que ça donnait. Je m'étais arrêté à la fin de la série vraiment, mais oui, oui, c'était, je pense que le réalisateur, enfin le créateur de la série, c'est quand même,
a été assez sadique sur certains points. Il s'est C'est, débarrassé de beaucoup de personnages importants. c'est des choses que, alors, à la base, j'ai trouvé qu'il était un génie et qu'il était super. Et ces dernières années, bah, de plus en plus de langues se sont déliées et il se trouve que, selon ce qui semble le plus vraisemblable, il était vraiment un sadique, mais en tant que réalisateur. C'est pas seulement qu'il s'est débarrassé des personnages, c'est qu'il a rendu la vie plutôt dure aux acteurs. Ce n'est pas Oui, un sadique sur des personnages, que quelque part ça peut être une qualité très sympa. Non, c'était presque un sadique sur les acteurs. Et tout au long de sa carrière, de Buffy jusqu'à Avengers, en passant par la Ligue de Justice, la Ligue de la Justice, quoi, la Ligue de Justice. Donc, oui, ça, on m'a posé la question la dernière fois que j'avais parlé de Buffy sur Twitter, de ça te gêne pas d'aimer une série faite par un type que basiquement il était entre plusieurs guillemets un salaud. Et ça pose vraiment des questions. Après, honnêtement, vu le rapport que j'ai à la série et ce qui a fait pour moi, je suis complètement en accord avec moi-même pour considérer que Joss Whedon il m'a énormément déçu. C'est vraiment pas la personne que je pensais qu'il était et il devrait pas être à côté des acteurs sans une surveillance externe. Mais, ouais. mais la série, elle est géniale et j'arrive à être en accord avec moi-même pour pouvoir dire les deux choses en même temps. Après, c'est mon point de vue à moi et je suis pas sûr que ce soit le meilleur de point de vue, mais en tout cas, c'est comme je le ressens actuellement. Oui, bah, c'est l'éternel débat, c'est est-ce qu'il faut séparer l'œuvre et l'auteur de l'œuvre? C'est un débat très d'actualité, C'est ça, effectivement. Est-ce qu'on va arrêter de, d'exposer des tableaux de Gauguin dans les musées? c'est ça. Et après, c'est vrai que Pour parler que d'exemples plutôt anciens. Je préfère, oui, voilà. oui. Mais quand on regarde un peu ce que disait Joss Whedon à l'époque, il disait bien que on sent que c'est quelqu'un qui était plutôt féministe. C'est juste que derrière, il avait une tendance à être sadique, mais avec tout le monde. Parce que quand on regarde Justice League, il a été C'est ça. horrible avec Ray Fisher, Ah non, non, non. l'acteur de Cyborg. Et c'est quelqu'un qui, en tant que boss, a l'air d'être un boss sadique. Ça, c'est C'est clair. ça, c'est ça, Après, la série, pour l'époque, il était profondément féministe. c'est ça. Mais, féministe, mais. Féministe parce que l'héroïne, c'était une femme, parce que le personnage le plus puissant, euh, Willow aussi, c'était des femmes. En plus, c'était pas seulement en termes de pouvoir, mais en termes de décision. C'était elle qui prenait les décisions la plupart du temps et c'était les autres qui suivaient. Ouais. Par contre, depuis le début de la série, des choses mauvaises arrivaient systématiquement à tous les personnages féminins. Ça arrivait aussi aux masculins, mais moins. Depuis le début, la histoire d'amour avec Angel qui comble de sadisme, l'histoire d'amour qui ne peut pas bien se passer parce que le moment où ça se passe bien, Angel va devenir méchant et va vouloir tuer tout le monde. Donc, jusqu'à tous les coups qui arrivent sur Buffy et ensuite sur Willow et sur Tara, c'est une série qui maltraite énormément tous les personnages et particulièrement les personnages féminins. Ouais. Donc oui, c'était très féministe pour l'époque, mais il y a ce côté-là de, ils vont trimer. À la fin, ils Mais vont gagner, mais ils vont trimer, quoi. ouais, mais je me demande si c'était du vrai féminisme ou si c'était un féminisme d'opportunisme, c'est-à-dire il s'est dit: «Il y a un créneau à prendre, je vais le prendre». Au Je fait, sais pas. moi non plus, parce que l'histoire drôle de cette série, c'est qu'à la base, c'est parti d'un film. Un Oui, je l'ai film qui vu était fait également. quelques années plus tôt. Et le ton de film, c'était pas du tout le même. Sur le papier, tu dis une fille qui se retrouve à être l'élu et qui doit combattre des vampires dans son lycée. C'est le même pitch. Sauf que la C'est ça. façon de traiter l'histoire, c'était pas du tout le même type de personnage féminin. C'était pas un personnage féminin fort
à part qu'elle avait ses pouvoirs et qu'elle pouvait pulvériser des vampires facilement, mais il n'y avait pas cet angle-là d'être un personnage comme les personnages masculins dans d'autres séries. Oui. Et donc Elle là, subissait. c'était un Dans le coup de film, elle génie. subissait. Ouais. Donc c'était vraiment quelque chose de très fort. C'était par opportunisme, c'était parce qu'il le pensait vraiment, je ne sais pas. Mais le résultat, la série est là. Et donc, c'est difficile à dire, mais je préfère faire abstraction de quelle était la idée des réalisateurs et dire ce qu'il a créé a été marquant pour plein de monde, a aidé à plein de monde et il a créé des bases pour qu'après d'autres séries aient plus de personnages féminins comme ça et que maintenant quand ma fille regarde la télé, pas la grande que maintenant il a plus de 20 ans, mais la petite qui a 8 ans, quand elle regarde la télé, il y a plein d'héroïnes et aucun de mes enfants se pose la question de si le héros peut être une fille ou pas, pour eux c'est normal, autant normal de voir des héros que d'héroïnes dans leurs séries, dans leurs dessins animés. Et je pense que beaucoup de ça, il y a l'influence de Buffy derrière. Ouais. Et en fait, quand on regarde ce qu'a fait Joss Whedon par la suite, il a continué un petit peu sur ce film, à part Angel qui était centré sur un mec. Mais il y a eu Dollhouse. Dollhouse, effectivement, J'avais beaucoup aimé. oui. Surtout les 2 épisodes de conclusion des 2 saisons qui partaient dans le futur. Je les avais trouvés extraordinaires. Et dernièrement, j'avais regardé la dernière série qu'il avait faite, s'appelle The Nevers. Je sais pas si tu l'as vue, celle-là. Oui. Et tu n'as pas vu Firefly? Non, Firefly, je l'ai pas vue. C'est énorme comme série. Et là, bah oui, c'est un équipage. Il n'y a pas, le capitaine c'est un mec, mais le personnage féminin, c'est justement les anti-archétypes de ce qu'on aurait considéré le personnage féminin classique. C'est la mécanicienne des vaisseaux, c'est la responsable de sécurité des vaisseaux, et, et à nouveau, c'est des dynamiques de groupe qui, il a une patte quand il dirige des séries, et ça, on peut pas le nier, quoi. C'est ça, c'est ça. Et sur The Nevers, j'ai vu que comme c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à parler sur lui, il a quitté la série, et je crois qu'il a fait que le premier épisode, et après il est resté juste créateur et producteur peut-être. Mais la série The Nevers, moi je l'ai trouvée intéressante. Oui, je crois que j'ai vu que le premier épisode, ça avait l'air assez sympathique. Ouais, ouais, ça se passe dans la Londres victorienne, et des personnes se retrouvent avec des pouvoirs, et essentiellement des femmes. Et elles luttent contre différentes forces qui essaient de les opprimer. Ça fait un peu X-Men dans le sens que les gens qui n'ont pas de pouvoir n'aiment pas ceux qui ont des pouvoirs. Mais voilà, il y a toute cette série. Mais l'approche est bien faite. Il aime bien les faux semblants, ce genre de truc, nous faire croire quelque chose et nous amener ailleurs. Donc c'est typique de Whedon. Il n'y a qu'à repenser à l'épisode où ils essayent de réactiver une tueuse. Et il y a le petit point lumineux qui part chercher une potentielle, qui se dirige vers Dawn. On dit non, c'est tellement couru d'avance que ce soit Dawn, et en fait il la traverse, mais c'est pas elle du tout. Il est juste passé à travers parce qu'elle était au milieu de la route. Mais c'est c'est une façon de raconter les histoires. C'est Et ça. je pense que je suis sensible aussi à cette façon de raconter des histoires, parce que, comme tu disais tout à l'heure, une de mes autres passions, c'est les jeux de rôle. Et quelque part, la structure des séries et bah, des types de séries que fait, ça rappelle beaucoup de ces structures de campagne de jeux de rôle. C'est des, c'est une façon de raconter des histoires qui, comment dire, il y a toujours une toile de fond, un fil conducteur, mais chaque épisode part de s'éloigner et c'est à la fin que tu te rends compte que la plupart des épisodes, quand même, servaient à amener tout vers la conclusion. Il y a toujours un petit morceau de l'épisode qui te ramène vers la trame globale de la saison. Même si souvent tu te rends pas compte pendant que tu le regardes. C'est ça, je repense dans Buffy, il y a l'épisode les Gentlemen, celui où C'est ça? tout le monde est muet.
T'as tout l'épisode qui est tout seul, et à la fin, on a la révélation de, enfin, Buffy et Riley qui se dévoilent l'un à l'autre. C'est ça. Mais il y a toujours le petit point qui permet de faire avancer la saison, même si l'épisode est plutôt standalone. Ça, c'était une différence par rapport à ce que pour moi était la série qui avait initié les trucs de saison comme ça, que c'était X-Files. En X-Files, il y avait beaucoup d'épisodes que c'était les monstres de la semaine, point barre, où il n'y avait rien. Et il y avait peut-être un tiers de la série qui faisait avancer la trame principale. L'homme à la cigarette, la sœur Ouais. de Mulder. En, en Buffy, non, il pouvait partir très loin, mais c'était toujours pour faire mieux avancer et amener des choses qui avaient des sens après, etc. Après, il y Je a des, pense, pardon, de couper. Dis-moi, dis-moi. non, c'est pas grave. Je pense qu'X-Files, ils se sont rendus compte qu'il y avait un univers à créer, et on se rend compte que plus on avance dans les saisons, plus on a de place sur la mythologie de la série, on a de moins en moins de monstres de la C'est semaine. ça, c'est ça. C'est, pour moi, c'est une série qui a beaucoup aussi changé la façon de raconter. Il C'est est ça. démarré comme une série à monstre de la semaine. Ils se sont dit, cet univers-là, un potentiel fou, quoi. Ouais, ouais. Moi, c'est avec cette série que j'ai découvert le concept de saison de série. Je connaissais pas à l'époque, j'étais ado. Et je me souviens, fin de première saison de d'X-Files, Mulder est dans un container au milieu du désert. On voit un mec qui balance une grenade dedans, ça fait boum, il y a marqué à suivre. Et la semaine d'après sur M6, il y avait une autre série. Et là, j'avais une frustration, mais monstrueuse. Je crois que c'est un des premiers mails que j'ai rédigé de ma vie, c'était pour écrire à M6, fallait vous foutez de nous. Elle est où la suite? Ah, les cliffhangers, on l'a tous appris avec ça, je pense. Et, bon, et les chaînes télé ont pris des années à comprendre. Je me souviens encore quand ils prenaient n'importe quelle série et ils te mettaient des épisodes dans l'ordre qu'ils voulaient parce que pour eux, un épisode, c'était interchangeable. Allez, les 17, ensuite les 3 et après les 5. Et oui, parce que niveau timing, ça colle mieux avec les postes publicitaires. C'est Et ça. c'était extrêmement frustrant quand les séries commençaient à avoir une trame qu'ils te fassent ça. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, oui, c'est vrai que c'est des séries comme ça qui ont créé peut-être le début de la culture série qu'on peut voir aujourd'hui. C'est avec X-Files, Buffy que c'est vraiment arrivé. Avant, les séries, tu prenais les séries des années 80, je sais pas, je pense l'Agence Touriste, ce genre de truc. Voilà, tu voyais un épisode comme ça, c'était pas grave si tu ratais les 3 suivants. Ah oui. Et des fois, il y avait des épisodes qui se suivaient. C'était comme, waouh, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? Ouais, ouais, c'est juste, tiens, ils ont eu un peu plus de budget ce jour-là, ils ont fait 2 épisodes qui parlaient de la même chose. Mais ouais, ouais, c'est le côté série est arrivé en France, je pense, avec des séries comme ça, effectivement. C'était assez, c'est une époque assez curieuse et vu de maintenant, ça semblait, mais c'était clair que c'est ça qu'il fallait faire. C'est, on s'est tous habitués à ces façons de raconter. C'est ça, c'est ça. Et derrière, il y a des dizaines de séries qui sont arrivées. Très rapidement, il y a eu Le Caméléon, par exemple, qui est arrivé, Oui. qui a enchaîné sur le même genre de trame. Et après, ça s'est répandu, et maintenant, c'est difficile de faire un tour de tout ce qui suit ce truc-là. Maintenant, c'est presque au moment où on commence à être fatigué que les séries aient 7 saisons et on voudrait voir un truc qui se finit et avoir une belle conclusion par moment, quoi, oui. Ouais, moi, il y a ça, il y a le fait que j'aimerais bien qu'il y en ait moins qui sortent, parce que j'arrive pas à tout regarder. Ah bah, c'est très compliqué, en effet, et on fait des choix. De l'autre côté, c'est on vit une époque tellement merveilleuse dans laquelle on ne se pose plus la question de qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir et on sait que tu Oui, vas trouver forcément quelque chose qui va te plaire. C'est des problèmes complètement différents. C'est des problèmes c'est vrai. aussi bizarres qu'il y en a. Mes enfants, je ne sais pas si c'est courant pour tout le monde, mes enfants ne conçoivent pas l'idée de qu'il faut attendre un jour déterminé ou un moment déterminé pour regarder un dessin animé, quoi. Oui. C'est vrai. Alors ça existe encore un petit peu sur des plateformes comme Disney+, par exemple, avec les séries Marvel qui arrivent à un épisode par semaine. Oui, mais une fois qu'ils sont arrivés, tu les vois comme tu veux. C'est ça. Cette notion-là de, ah tiens, je vais me mettre à la télé les samedis à 15h30 parce qu'il y a un truc.
et je comprends pas du tout. Et quand il y a un événement en direct et qu'on a envie de regarder la télé, il trouve ça super bizarre. Hein. Mais pourquoi ils le font maintenant? Parce que c'est maintenant. Ah oui, mais pourquoi on peut pas les regarder quand on veut, quoi? C'est ça, on n'a plus le même rapport au temps, peut-être. Et à l'attente, peut-être, On est plus impatient. oui, beaucoup On plus. veut les choses tout de suite. À l'époque de Buffy, quand ça commençait à passer en France, il y avait les trucs de, tiens, on va essayer de les récupérer en version originale, ou les récupérer avant qu'ils soient passés en français, les demandes de la mission aux États-Unis, essayer de les trouver, essayer de les récupérer. C'était super compliqué, avec des sous-titrages mal faits, avec des... Moi, je l'ai récupéré sur un channel IRC. Il y Déjà, avait ça. ça montre, ça montre beaucoup de choses de dire que c'était sur un channel IRC. C'est ça. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, parce que sur les channels IRC, ils mettaient pas les épisodes en entier. Tu sais, il y avait 5 parties. Il y avait le pré-générique et ensuite les parties où il y a les coupures pub aux États-Unis. Et c'est là que j'ai appris que le découpage coupure pub, dans une série, tu as un plan qui passe au noir avant que ça revienne, ça veut dire qu'aux États-Unis, il y a eu une coupure pub à ce moment-là. C'est ça. Et que des fois sont forcés. Tu dis, mais pourquoi ils ont fini cette scène-là aussi vite? C'est parce qu'il y a un timing précis à respecter. C'est ça. C'est C'est ça. c'est des choses C'est très là drôles. on a appris les codes de ce qui se faisait aux États-Unis via des choses comme ça. Des fois, de façon presque inconsciente, tu dis, d'accord, je comprends mieux. C'est ça, c'est ça. On arrive on découvre, on se cultive en même temps. C'est une forme de culture. C'est On littéralement apprend un ça. petit peu. Voilà. C'est quand on voit les... Bah, c'est que ça, c'est une autre chose. À l'époque, tout ce qui était série télé, c'était pas du tout considéré comme quelque chose qui pouvait appartenir à la culture. À la limite, le ciné avait ses lettres de noblesse. La télé, c'était vu encore comme un truc mineur. Et maintenant, bah, effectivement, il y a beaucoup moins, je ressens beaucoup moins cet écart entre, tiens, c'est un film, c'est un truc sérieux, et non, c'est une série, c'est une bêtise pour la télé, quoi. Les séries ont C'est ça. pris aussi ces lettres de noblesse. Il y a de plus en plus d'acteurs de cinéma qui vont dans des séries maintenant. Il y a des grandes séries, historiques ou autres, où on voit des acteurs, très connus qui font, soit un passage, soit un rôle régulier, mais c'est devenu, vraiment un objet culturel. Il me semble, c'est dans Game of Thrones, il y a même, un figurant qui s'appelait Ed Sheeran, il me semble. Il avait tenu à faire un passage, on le voit 3 minutes dans un épisode, mais voilà, ils sont vraiment maintenant ça fait vraiment partie de la culture et ça a gagné ses lettres de noblesse grâce, d'abord à Buffy, puis après d'autres séries qui ont amené à ça. Ça fait partie d'une progression qu'on a vu arriver. Après, je me pose toujours la question de quel peut être le regard de quelqu'un qui regarde Buffy par première fois maintenant, quoi. C'est tellement temps de fait de l'avoir regardé dans le moment, dans le contexte, et je ne parle pas que de mon expérience à moi, mais dans le contexte des années, fin d'années 90, début des années 2000, et maintenant, ça doit sembler quelque chose de complètement banal, même un peu cheap, je ne sais pas, J'ai essayé de montrer de vieilles séries à ma fille, elle a 15 ans, et Buffy, elle a pas accroché du tout. Elle était, voilà, elle a regardé ça. Elle a accroché sur plein d'autres séries qui datent d'avant sa naissance, comme Desperate Housewives, par exemple. Là, elle est à fond sur Malcolm. elle a bon goût quand même. Ah bah, j'essaye de faire en sorte. Avec sa mère, on fait en sorte de l'orienter vers les trucs sympas. Mais voilà, c'est vrai que Buffy, par exemple, n'a pas réussi à lui donner envie. Donc ouais, c'est vraiment peut-être le discours qui a changé, parce que moi j'ai une fille qui est très engagée sur les discriminations liées au genre ou à l'orientation. Et quand je lui ai dit que Buffy était une des premières séries où on voyait un couple homo,
Oui, je crois que c'était Elle la l'a, première série où j'ai vu dans la télé qui soit pas fait en dérision ou pour la blague, c'est que ça, soit vu comme quelque chose de complètement normal. c'est ça. Et je lui ai dit, tu te rends compte, c'est extraordinaire. Elle m'a regardé, elle me fait, mais, ah bon? Parce que maintenant, c'est tellement. Bah, en plus, on est limite tombé dans l'excès inverse. On a l'impression que dans les séries, il faut absolument un personnage homo pour correspondre aux standards et ne pas se faire taper sur les doigts pour l'inclusion, etc. Et ce qui fait que maintenant, on en arrive à des personnages qui sont pas forcément intéressants. Parce qu'ils sont là parce qu'il fallait les mettre là. C'est un peu dommage. Et un couple aussi fort que celui de Willow et Tara, on en voit rarement quand même. C'est clair, mais voilà, j'ai essayé de, avec ma fille, c'est que maintenant il a 20 ans, elle n'a jamais vraiment accroché à Buffy non plus. J'avais essayé il y a une dizaine d'années, elle n'a jamais vraiment accroché. Et mon épouse, elle n'a pas vu la série dans les années 90 et quand j'ai mis quelques épisodes, elle trouvait pas l'intérêt non plus. Et j'ai l'impression que voilà, c'est une série qu'il faut l'avoir vue dans le moment où c'est sorti pour pouvoir l'apprécier. Oui, elle est bien ancrée dans son époque. Il y en a qui traversent un peu plus facilement les âges et Buffy reste quand même un peu ancrée dans les années 90, fin années 90, début 2000. Après, je relativise parce que des choses qui sont pour nous des phénomènes culturels, par exemple, la trilogie Star Wars originale, il y a énormément d'enfants, d'ados maintenant qui regardent et trouvent ça, ils supportent pas les côtés types des effets spéciaux et les doublages qui fait vieillot et pourtant, pour nous, c'était, et pour eux, c'est peut-être la trilogie de début des années 2000 qui les a marqués, ou l'actuelle, ou la dernière qui est sortie au cinéma. Je veux dire, il y a forcément dans tous ces icônes culturelles, il y a forcément un facteur de nostalgie. Et je me, Oui, et, et je me dis ça maintenant que j'ai appris hier que cette année, il fera 25 ans de première Harry Potter, ou 20 ou 25 ans de premier Harry Potter, et de Seigneur des Anneaux, ça fait voilà, plus de 20 ans maintenant, et c'est effectivement, ça. des choses qui sont pour moi des vrais moments forts de mon expérience cinématographique ou télévisive, c'est des vieilleries maintenant presque. Il y a le côté Madeleine de Proust aussi qui fait que ça va nous rappeler des moments de notre vie, pas forcément bons, mais ça va nous en rappeler et on va se raccrocher à ça. Ça, ça nous replonge dans le plaisir qu'on a eu à découvrir tel ou tel épisode et voilà. C'est clair. Mais il y a qu'à voir quand les épisodes 1, 2, 3 de Star Wars sont sortis. Tous ceux qui avaient aimé la trilogie originale les ont regardés de haut et avec dédain. Ouais, et tous ceux qui étaient des gamins en début des années 2000 considèrent que c'est 1000 fois mieux que la dernière et 1000 fois mieux que l'original, quoi. C'est ça. Mais après, il y a peut-être aussi le fait que on a grandi avec des effets spéciaux perfectibles et on accordait moins d'importance à la qualité visuelle qu'à l'histoire. Et Oui et non, il faut reconnaître que si tu es fan de la trilogie originale, le reste de trilogie raconte la même histoire avec quelques changements de oui, situation. Par contre, si ta première, c'est la trilogie de début des années 2000, les épisodes 1 et 3, bah, tu vas trouver que les deux autres racontent aussi la même histoire. En gros, c'est Star Wars, les trois trilogies, c'est des variations sur la même histoire et tous les trois, quoi. oui, 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 effectivement. C'est vrai, c'est vrai. L'autre jour, j'ai eu le cas, pour revenir aux effets spéciaux, je suis tombé sur une rediffusion de Highlander, Oh, la série ou le film? le film de 86, et je me suis rendu compte que ça avait très mal. L'histoire était toujours aussi captivante, mais il y a des choses que je n'avais pas vues la première fois que je l'avais vu quand j'étais au collège. C'est-à-dire la scène finale avec Christophe Lambert qui gagne son dernier combat. À un moment, on le voit qui monte dans les airs. On voit les câbles qu'il soulève. Alors qu'à l'époque, j'avais rien vu.
Ouais, tu avais un regard plus naïf. Tiens, C'est ça. en parlant C'est de ça. Maintenant, Highlander, ouais, on a moins de naïveté dans le regard, je c'est pense, clair. quand on regarde. On est devenu plus blasé. En parlant de C'est ça. Highlander, la série Highlander aussi, que c'était début années 90, Ouais. c'était aussi intéressante, c'était aussi une série qui avait, d'une certaine façon, fait avancer les choses. Il y avait des saisons, c'était moins marqué, mais il y avait des saisons de fait en plus que c'était pas toujours au même endroit et tout. Et les personnages, bah, c'était une série que, à l'époque, savait aussi pas mal fait évoluer des choses. Et que Ouais. maintenant, elle a complètement vieilli. J'ai commis l'erreur d'essayer de la regarder. C'est un truc à ne pas faire. Alors, puis Highlander, ils avaient un avantage, c'était la musique de Queen. Oui, bien entendu. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai découvert Queen avec le premier film Highlander, Pareil. l'album Kind of Magic. Et alors, Kind of Magic m'a emmené vers un autre film, parce que la première chanson, One Vision, est tirée d'un autre film qui s'appelait Iron Eagle, l'histoire d'un pilote de chasse. Enfin, c'est un film très centré sur l'armée américaine. Et là, par contre, je me dis que j'aurais pas dû le regarder, celui-là. Mais je l'ai regardé parce que j'avais vu son nom sur la pochette de l'album de Queen. Ah ouais, c'est un bon argument, j'avoue. C'est comme le film Flash. Flash Gordon, voilà, faut écouter la musique, faut pas regarder le film. Ah, les films Flash Gordon, c'est des souvenirs d'enfance aussi. C'est ça. Oye, je ne sais pas si ces conversations complètement déstructurées, c'est ça auquel tu t'attendais avec ces Si, podcasts ou pas? voilà, mon idée, ce podcast qu'on appelle le dîner des techos, en référence au dîner de cons. Ah d'accord, je comprends mieux. Voilà. C'est trouver une passion qui n'est pas celle à laquelle on a l'habitude de t'entendre parler, et voir un petit peu ce que tu as à en dire, et voir qu'on n'a pas que la technique dans nos vies, on a aussi des passions, et ces passions, ça peut valoir le coup de les partager. Et maintenant, c'est moi qui pose la question, parce que là, quelque part, c'était entre guillemets facile, c'était une passion partagée. Oui. Comment tu vas faire quand les techos que tu en face va te parler des trucs dans lesquels tu n'accroches pas ou tu n'as jamais entendu ou c'est un exercice intéressant aussi. Ben, je vais tenter ça, je vais tenter la position du candide. Je vais être la personne qui va demander des informations pour mieux comprendre. Et je pense que je vais aller dans la direction de ne pas me renseigner sur le sujet qui sera évoqué, de manière à garder un œil vraiment neuf sur le sujet, et de n'avoir que ma culture générale Excellent. J'aime bien face à l'approche. ça. Voilà. Et donc, grâce à ça, ça me permettra d'être plus proche de l'auditeur, en fait, qui n'aura pas forcément les connaissances de la personne qui explique son sujet. Wow. Ah, c'est un beau challenge. Je suis très content d'avoir été là pour bêta-tester les choses. Il n'y a pas de problème. Écoute, on va conclure cet entretien enregistré. Donc, on va remercier de nous avoir écoutés. Merci d'avoir témoigné. Merci et merci à tout le monde qui écoute. Merci à toi de proposer ce format que je trouve super intéressant et j'ai hâte d'écouter les entretiens suivants. Pas de problème. Merci beaucoup, Horatio. Merci. Nous nous retrouvons le mois prochain avec Fanny, qui va aborder un sujet qui pourra vous surprendre, mais qui n'en est pas moins intéressant. À bientôt, et n'oubliez pas, la vie c'est comme une série télé. Même quand on croit que tout est terminé, on n'est pas à l'abri d'une ultime saison, même plusieurs années après.